Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder RTI 1. Bonsoir à tous. Voici les grandes articulations de ce journal. L'ancien secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente était ce jeudi au palais de la présidence de la République. Patrice Kwame est allé remercier le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour lui avoir permis de servir cette organisation sous-régionale. Après leur brillante participation au camp de formation des femmes leaders émergentes en politique organisé par le NDI, plusieurs femmes de l'Union du fleuve Mano ont été reçues ce jeudi par la première dame. Madame Dominique Ouattara les a invitées à participer activement à la vie politique de leurs pays respectifs. Et puis aux États-Unis, le Premier ministre Patrick Hachi était l'invité de l'Atlantic Council à Washington. Avec le grand think tank spécialisé dans les relations internationales, il a développer l'ambition et la cohérence de la vision 2030 du président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Il dit être venu faire ses civilités au chef de l'État au terme de sa mission à la tête de l'organisation sous-régionale du Conseil de l'Entente. Patrice Kwame était ce jeudi au palais de la présidence de la République. Il a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. C'est un compte-rendu d'Awa Touré. Au terme de sa mission à la tête du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente, la plus ancienne des organisations de la sous-région ouest-africaine, Patrice Kwame, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour lui de faire le point sur les activités de l'institution de coopération sous-régionale qui regroupe 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Je suis venu présenter mes civilités à Monsieur le Président de la République. Nous nous sommes vus au mois de décembre à la fin de mon mandat comme secrétaire exécutif du Conseil d'Entente. Nous étions vus assez rapidement. Il me fallait une période pour faire la passation de service et présenter le secrétaire exécutif entrant aux autorités des autres pays. Cela étant fait, il est indispensable que je vienne aujourd'hui saluer M. le Président de la République et le remercier pour l'occasion qu'il m'avait donnée avec ses collègues, ses pairs, chefs d'État, de servir notre sous-région. Nommé secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente lors du sommet du 5 décembre 2011 à Cotonou au Bénin, la mission de Patrice Kwame a pris fin en décembre 2021. Et je vous le disais il y a quelques instants, la première dame, Madame Dominique Ouattara, a rencontré ce jeudi des femmes leaders émergentes en politique. Elles sont issues de l'Union du fleuve Mano et au nombre de 32. Les échanges ont porté sur les ambitions politiques que nourrissent ces dernières, ambitions pour lesquelles elles ont bénéficié d'une formation du National Democratic Institute. On en sait davantage avec Mahama Traoré. Elles viennent des 4 pays formant l'Union du fleuve Mano, à savoir le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Au nombre de 32, elles ont la même ambition, devenir des leaders politiques dans leurs pays respectifs. Ambition qui leur vaut d'être reçues ce jeudi par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour des échanges. Notre vision est celle d'un militantisme participatif. C'est ainsi que nous sommes engagés avec conviction et détermination pour changer la vie de millions de femmes à travers le continent africain. Fort de leurs aspirations politiques, ces 32 femmes leaders suivent actuellement un programme de formation auprès du NDI, National Democratic Institute, formation visant à les rendre aptes à affronter l'arène politique, comme l'a fait la ministre Anne-Désirée Oloto, marraine de cette promotion. Lorsque vous avez une vision, après la vision, vous devez chercher des repères. Eh bien, moi, ma vision, c'est celle du président de la République. Et je vous ai cité des repères au niveau des femmes politiques. Mais des repères tout simplement en tant que femme leader. C'est Madame Dominique Ouattara, la marraine des marraines. Parce qu'à côté du président de la République, elle a réussi à fédérer des femmes et à faire de ces femmes
des leaders dans leurs différents milieux. Et elle est vraiment l'illustration parfaite du message que nous essayons de communiquer aux jeunes dames pour dire que le leadership politique, ce n'est pas seulement l'activisme dans la politique partisane. C'est aussi tout ce qu'on peut faire dans le social, dans l'humanitaire, dans les affaires, l'entrepreneuriat, pour améliorer les conditions de vie des populations. Une plus grande représentativité des femmes au sein des assemblées élues partout en Afrique. Un combat que soutient la première dame, Dominique Ouattara. Mes chères jeunes femmes leaders, je voudrais vous dire que je trouve admirable votre choix de participer à la vie politique de vos pays. C'est cet engagement qui vous a valu d'être retenu au terme d'une sélection rigoureuse pour participer au programme de NDI dénommé Réseau des femmes émergentes en politique, RFE, et je voudrais vous en féliciter. Mes chères filles, cette formation vous permettra de renforcer vos capacités à participer activement à la vie politique de vos pays respectifs. Je vous encourage à en tirer le meilleur parti et ainsi à optimiser votre pouvoir d'influencer positivement la société. En effet, il incombe à toutes les femmes de jouer leur partition au sein de leur communauté en prenant une part active au niveau politique et économique, mais aussi au niveau social. À la suite des allocutions, des échanges francs et directs, ce qui a permis à ces futurs leaders politiques de bénéficier des conseils et des orientations de la première dame de Côte d'Ivoire pour parvenir à l'ascension sur l'échiquier politique. On prend maintenant l'avion pour les États-Unis où le Premier ministre poursuit son offensive diplomatique à Washington. Mercredi, Patrick Hachi a eu plusieurs rencontres de haut niveau, dont celle avec le représentant Gregory Meeks, président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain. Patrick Hachi a aussi exposé à l'Atlantic Council sur la vision 2030 du président Alassane Ouattara. Alexis Ouetraogo, Lamine Ramé. Nouveau grand oral pour le Premier ministre en mission de travail à Washington. Invité du think tank Atlantic Council, Patrick Hachi présente la vision 2030 du gouvernement ivoirien qui anticipe sur les défis majeurs des prochaines années. Nous avons été très privilégiés à Atlantic Council de recevoir M. le Premier ministre Hachi. Il a été très clair et très ambitieux pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a impressionné ses interlocuteurs ici à Washington. Il a rencontré Secretary Blinken et les grandes organisations internationales de la Banque mondiale à Development Finance Corporation. Je crois qu'il est en train de mobiliser la communauté internationale et les business leaders pour soutenir l'économie ivoirienne à travers ce plan très ambitieux, Vision 2030. Et donc je ne peux que lui souhaiter plein succès dans cette entreprise difficile, mais en même temps tellement importante pour la nation ivoirienne. Un peu plus tôt, le Congrès américain ouvrait ses portes au Premier ministre pour une audience avec le congressman Gregory Meeks. Ce qui était extrêmement important, c'est qu'ils étaient donc à Abidjan il y a quelques semaines de cela. Nous avions commencé une conversation. Ils ont été à même de voir déjà sur place les immenses efforts que nous avions faits en matière de paix, en matière de sécurité, en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme et également l'environnement de stabilité dans lequel nous étions qui permettait de faciliter les investissements des entreprises américaines. Et c'est ça qui est extrêmement important et nous souhaitons véritablement les remercier pour cet entretien. Le congressman et le président, le chair, Meeks, est quelqu'un de, on le sait, très populaire aux États-Unis. C'est quelqu'un de très respecté. Et pour nous, ça a été un énorme honneur d'être reçu par lui dans un contexte que l'on sait où son temps est extrêmement précieux. Donc, on souhaite le remercier au nom du président de la République. Le président de la Commission des Affaires étrangères des États-Unis a pour sa part réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés de la Côte d'Ivoire. The meeting was excellent. Along with Chairwoman Bass and Ranking Member Smith, it was talking about the great relationship. La réunion était excellente. Nous avons parlé du bon partenariat entre nos deux pays, de ce que nous faisons maintenant et de ce que nous ferons dans le futur. Travailler ensemble
pour la sécurité, l'investissement dans les infrastructures dans le secteur privé. In regards to the relationships and creating opportunities for people in Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement s'est au cours de cette journée entretenu autour d'un déjeuner avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest. Toujours aux États-Unis, ce jeudi, le Premier ministre Patrick Kashi était à la Chambre de commerce américaine à Washington. Il a exposé sur la vision 2030 du président Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement a aussi assisté à la présentation du guide d'investissement dans le pays. À la suite de cette activité, Patrick Kashi s'est rendu au siège de la Société financière internationale où il s'est fait ambassadeur du secteur privé, moteur de la croissance de notre pays. À New York, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était à la barre mercredi au cours des travaux de la 66e commission de la condition de la femme. Nassene Touré a livré le message du gouvernement. On fait le point de son intervention avec Ami Sissoko. 66e session de la condition de la femme à New York. Le message de la Côte d'Ivoire livré par Nassene Touré au siège des Nations Unies, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en lumière les acquis et la politique en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et filles, notamment en termes de représentation de la femme aux postes électifs et de nomination, de protection contre les violences basées sur le genre, de violences domestiques et d'éducation. Sans oublier les acquis pour les femmes au niveau du mariage, de la succession, de la filiation et du code du travail. Les femmes qui représentent 70% de la force de travail agricole et qui produisent 90% des denrées alimentaires sont prises en compte dans l'élaboration des politiques, des programmes et projets climatiques et environnementaux. J'en veux pour preuve les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer menées par le gouvernement auprès des communautés avec l'appui des partenaires au développement pour une meilleure accessibilité des femmes à la terre. Nassene Touré n'a pas manqué de souligner également que pour favoriser la résilience des femmes face au réchauffement climatique, le gouvernement multiplie les stratégies. Entre autres, la mise en œuvre de protection contre les risques climatiques à travers la transmission vers une économie plus verte visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030 et la restauration des terres et forêts dégradées avec l'implication des communautés. S'agissant des énergies renouvelables, 3 projets de production d'énergie solaire sont en cours de réalisation dans le nord de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'une dizaine de centrales solaires. Un projet commercial de biomasse de grande envergure à partir des déchets de la culture du palmier à huile est en cours de réalisation. L'ensemble de ces projets favorisera à terme la création de milliers d'emplois pour les femmes et les filles pour une meilleure autonomisation. Le gouvernement ivoirien est à la tâche et pleinement engagé pour un meilleur accompagnement des femmes et filles face aux effets du réchauffement climatique, a indiqué la ministre Nassene Touré, avant de conclure par une invitation à l'ensemble des délégations à prendre part à la prochaine COP 15 concernant la lutte contre la désertification prévue du 9 au 20 mai prochain en Côte d'Ivoire. Et on referme ce chapitre américain pour s'intéresser aux affaires locales. Ici à Abidjan, 97 personnalités ont été distinguées par la grande chancellerie au nombre de récipiendaires des agents de la RTI, dont Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information, Sali Silue Konaté, la directrice de Radio Côte d'Ivoire et l'équipe de l'émission Ce Midi, emmenée par l'inépuisable Joseph Anjou. D'autres acteurs œuvrant dans le social, la culture, les arts, dans l'éducation et la formation ont aussi été récompensés. Parmi les 97 décorés, on note 50 officiers et 15 chevaliers dans l'ordre national, 22 officiers et 5 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 17 mars.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 11 nouveaux cas de Covid-19 sur 1676 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 20 guéris et 0 décès. À la date du 17 mars, la Côte d'Ivoire compte donc 81 637 cas confirmés, dont 80 778 personnes guéries, 796 décès et 54 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 451 949. Le 16 mars, 14 797 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 566 505 doses du 1er mars 2021 au 16 mars 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Autre chose à présent, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est sur le terrain. Amédée Kofi Kwaku a visité le tronçon Boaké-Satama-Sokoura avec le ministre Ali Koulibaly et le ministre gouverneur Jean-Claude Kwasi. Ils sont allés vérifier la qualité des travaux et le respect des délais de livraison. Éric Goré. L'État travaille pour vous. Plus qu'un slogan, une réalité sur le terrain. Visiblement, le réseau routier ivoirien se transforme de façon rapide et constante. Les endroits les plus reculés du pays reçoivent leur part du gâteau. Ici, c'est le tronçon Satama-Sokoro et Satama-Sokoura. Des pistes sont devenues des autoroutes avec un avancement de travaux de 24%. Amédée Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, est sur le terrain, accompagné de deux ministres. Ali Koulibaly, ministre conseiller spécial auprès du président de la République, et de Jean-Claude Kwasi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. Les travaux se déroulent comme prévu, selon le ministre Amédée Kwaku. C'est une route qui fait 81 km de long, donc, avec 9 km de voirie, 3 km à Boaké, 3 km à Satama-Sokoro, 3 km à Satama-Sokoura. Donc c'est un projet qui fait environ 90 km. Officiellement, le chantier a démarré en janvier 2021. Nous sommes à un taux d'avancement d'environ 24% pour un temps consommé d'environ 40%. Et ici, dans la région donc, du Hambol, nous avons donc les villes de Satama-Sokoro et Satama-Sokoura. Il était bon que ces villes-là soient accessibles par le bitume. C'est la vision du président, c'est pour ça que nous sommes là. Ce chantier est en cours. Nous sommes venus nous assurer que les travaux avancent bien et on se rend compte que les choses avancent bien. Ali Koulibaly et Jean-Claude Kwasi saluent ce projet de développement du président de la République. Le président de la République a promis et il est en train de le réaliser. C'est une bonne chose. Le président tient absolument à ce que ce tronçon se fasse, ainsi que d'autres d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Et on voit que notre pays est parsemé de nouvelles routes, ce qui est une très bonne chose pour le développement. On dit toujours que la route précède le développement, mais on oublie d'ajouter souvent qu'elle accompagne aussi le développement. Non seulement elle précède, mais ensuite elle accompagne le développement. Nous sommes heureux de voir que les travaux ont bien repris et que les choses avancent et que fin 2023, nous aurons donc ce tronçon routier-là qui est important dans le développement de notre district. Prochaine étape de cette visite, les tronçons d'Abakala-Kong et Ngolodougou-Kong. Booster la coopération diplomatique et économique entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. C'est l'un des défis que s'attelle à relever la ministre des Affaires étrangères. Un an après sa nomination à la tête de la diplomatie ivoirienne, Kandia Camara vient d'effectuer sa deuxième mission de travail en Turquie. Après les étapes d'Antalya et d'Ankara, elle a présidé mercredi le mini-sommet Côte d'Ivoire-Turquie. L'objectif est clair, il s'agit de mettre en relation les investisseurs turcs et le secteur privé ivoirien afin de consolider l'axe Yamoussoukro-Ankara. C'est le dossier inter proposé ce soir par Michel Digré. Si vous voulez faire affaire en Afrique, vous allez devoir passer par la Côte d'Ivoire.
Et surtout, c'est un pays où vos investissements seront sécurisés. Le président de la conférence des investisseurs turcs rassure et indique la voie à suivre à ses compatriotes s'ils veulent faire fructifier leurs affaires. En moins de 6 mois, c'est la seconde fois que la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, est à Istanbul pour promouvoir les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Considérant le secteur privé comme moteur de la croissance économique, Son Excellence M. Alassane Ouattara, dès son accession à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire en 2011, a mis un point d'honneur sur l'appui aux entreprises ivoiriennes afin de les accompagner dans leur rôle d'accélérateur de la transformation structurelle de l'économie. Dans la même dynamique, de profondes réformes structurelles ont été menées dans quasiment tous les secteurs en vue d'assainir l'environnement des affaires et de le rendre attractif aussi bien pour les investisseurs nationaux qu'étrangers. Tous les membres de la délégation ivoirienne sont à la manœuvre pour convaincre les investisseurs turcs. Le potentiel du coton en Côte d'Ivoire, nous sommes pour la campagne dernière à 560 000 tonnes. 560. Il y a une séance de B2B qui est organisée et qui permet aux opérateurs économiques des deux côtés justement de se frotter, d'échanger, de voir ce qui peut être fait ensemble et ce qui est réellement offert aux investisseurs. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes un pays ouvert où nous créons des conditions pour tous ceux qui veulent investir. Les opérateurs économiques turcs sont séduits par les différents exposés. Les projets, c'est pouvoir transformer le cacao, transformer le cajou et industrialiser en faisant des usines comme tout ce qui est plastique, pour le recyclage et l'énergie, et faire des investissements dans l'énergie. C'est en 1998 que la Côte d'Ivoire et la Turquie ont noué des relations diplomatiques. Depuis lors, l'axe Yamoussoukro-Ankara se consolide. En mars 2015, le président Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Turquie. En février 2016, le président Erdogan est sur les bords de la lagune Ébrié. À cette occasion, le président Alassane Ouattara est lui-même monté au créneau pour présenter les atouts de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire possède d'énormes potentialités et des ressources diversifiées, que ce soit le cacao, dont nous sommes le premier producteur mondial, les noix de cajou, dont nous sommes le premier producteur mondial aujourd'hui, avant l'Inde, le café, le caoutchouc, le palmier à huile, l'ananas. Pour tous ces produits, nous sommes le premier producteur africain. Et bien évidemment, les minéraux et les sites touristiques du pays que j'espère vous aurez l'occasion de visiter à l'occasion d'une prochaine visite. Entre 2013 et 2021, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 200 millions de dollars à plus de 630 millions de dollars. Les deux présidents ont souhaité franchir la barre du milliard de dollars. Porté à la tête du ministère des Affaires étrangères en 2021, Kandia Camara veut traduire en actes cette volonté des deux chefs d'État en donnant un coup d'accélérateur à la diplomatie économique entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Du sommet Afrique-Turquie au mini-sommet Côte d'Ivoire-Turquie, en passant par le forum diplomatique d'Antalya, Kandia Camara a vendu la destination Ivoire, comme ici avec son homologue turc. La Côte d'Ivoire est un pays leader de la sous-région, donc celui qui s'installe en Côte d'Ivoire va œuvrer, va opérer en Côte d'Ivoire, mais aura la possibilité de travailler sur un espace de plus de 400 millions d'habitants. Tout ce que nous faisons pour la Côte d'Ivoire, nous le faisons certes pour la Côte d'Ivoire, mais nous le faisons aussi au bénéfice des populations de la sous-région qui viennent très nombreuses chez nous. Kandia Camara a également eu une séance de travail avec le ministre des Affaires religieuses. Surtout ce que nous retenons, c'est la grande annonce qui a été faite par le président de la Turquie d'offrir une grande mosquée de style ottoman et un institut de formation à la Côte d'Ivoire.
Pour atteindre ces objectifs, la ministre dit pouvoir compter sur l'ambassadeur Kadidiata Touré et tous ses collaborateurs. C'est une nouvelle page de la coopération diplomatique entre la Turquie et la Côte d'Ivoire qui est en train de s'écrire avec cette visite de travail, marquée également par le dépôt de la gemme de fleurs au mausolée d'Atatürk, père fondateur de la République turque. C'est la troisième femme la plus belle au monde, la Miss Côte d'Ivoire 2021. Olivia Yassé a terminé sur la troisième marche du podium à Porto Rico. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le suspense était à son comble dans cette île des Caraïbes. Retour sur la marche victorieuse de celle qui aura dignement représenté toute l'Afrique. Laure Goretti. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021. Classée troisième plus belle fille du monde du prestigieux concours de beauté à Porto Rico. Belle, éloquente, charismatique, l'Ivoirienne captive le jury Miss Monde, les téléspectateurs aussi. C'est une fierté de la nation. Moi, je pense qu'elle le mérite. Bon, moi, franchement, pour ma part, elle méritait vraiment de remporter le concours de Miss Monde. Maintenant, bon, si Dieu a permis qu'elle a pris la deuxième place, tout est là par la grâce de Dieu, donc c'est pas mauvais, c'est quand même bien. Aujourd'hui, c'est une ambassadrice de la culture ivoirienne, une ambassadrice du tourisme. Et vous savez, bientôt on organise la Cannes 2023. Je pense que là, on a une ambassadrice encore pour l'organisation de la Cannes 2023. Ce jeudi, les images de la candidate affluent sur les réseaux sociaux. Artistes, influenceurs, hommes politiques et bien d'autres lui démontrent leur soutien. L'américaine sacrée première dauphine et la polonaise Karolina Białowska, Miss Monde 2021. Deuxième dauphine de la compétition, Olivia Yassé est aussi Miss Monde Top Model 2021, Miss Monde Multimédia 2021 et Miss Monde Afrique 2021. Elle est super belle déjà, elle s'adapte à tout. Moi j'aime ça. Elle sort de l'ordinaire en fait. Pour nous, cette troisième place, c'est une première place. Parce que l'Afrique qui était représentée là-bas, dans ce concours Miss Monde, elle représentait l'Afrique. C'est donc une fierté certes ivoirienne, mais elle est devenue une fierté africaine. Olivia Yassé a été élue Miss Côte d'Ivoire 2021 le 4 septembre dernier. Le début de l'aventure qui l'amène au trio gagnant de la 70e élection, Miss Monde. C'était le commentaire de Sidonie Davila. Culture toujours, l'équipe de production de Bonjour 2022 sera à Paris samedi prochain pour propager la bonne humeur. Et comment se prépare ce voyage dans l'Hexagone avant cette grande messe du rire? Notre reporter Demadongui, Koné Pargasoro, a interrogé quelques humoristes. Voici son compte-rendu. Après le Palais de la Culture de Treichville et plusieurs villes de l'intérieur, équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI se tournent vers la diaspora, comme annoncé lors de la conférence de presse en 2021. Et c'est en France que les humoristes ont décidé de faire montre de leur potentialité artistique. Parmi eux, Gou Michel et Prissy la Dégameuse. Ça va être un spectacle inédit. Tous ceux qui ont été cités comme humoristes viendront avec un nouveau spectacle. Ce n'est pas du réchauffé que nous allons faire. Celui qui ne vient pas voir ce spectacle, je vais gifler son oreille gauche là. Il va comprendre sa douleur. Tout bon BT a un fond français et un fond américain. Donc je vis en famille. Paris, c'est ma famille, c'est chez moi. J'invite toute l'Afrique ce 19 mars-là à la maison de la mutualité. En plus d'eux, de nombreux autres humoristes prêts à donner le meilleur d'eux en vue d'égayer le public de la diaspora. Agalawal, Le Magnifique, Dibé Cravate, Ramatoulaye, Willy Dombo et Papitou. Comme on appelle le pangolais? Roné. Comme on appelle le palmier? Ro. Comme on appelle la mort? Ro. Comme on dit en abé, le pangolais est mort à haut du palmier. Roné, roré, roro. Cette deuxième édition de Bonjour Paris est placée sous le haut patronage de la ministre d'État, Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora.
les parrainages de Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et en principauté de Monaco et de Ouattara-Draman, dit OD. Bonjour Paris est prévu pour ce samedi 19 mars à la Maison de la Mutualité de Paris, 24 rue Saint-Victor, 75 005. Ah, viens, bla 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 bla. Viens ici, Retourne-toi. Va comme ça. Oh, les blancs sont forts. Et on termine ce journal avec l'actualité hors de chez nous, avec notamment la junte malienne qui a ordonné dans la nuit de mercredi à jeudi la suspension de la diffusion de France 24 et RFI au Mali. Elle accuse le groupe France Média Monde de fausses allégations d'exactions commises par l'armée et rapportées par les deux médias français. France Média Monde déplore cette procédure et proteste vivement contre ces accusations infondées. Et depuis quelques heures déjà, RFI et France 24 n'émettent plus au Mali. Le train de l'information s'arrête ici pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 6h30 avec la grande équipe de la matinale, toujours sur RTI 1. Bonsoir.